Bienvenue dans Savoir, le podcast Vigne-Vin proposé par l'Institut français de la vigne et du vin. Plongez avec nous dans l'odyssée de la sélection et création variétale, une première saison où nos experts et partenaires vous dévoilent les secrets de l'innovation variétale. La sélection clonale, c'est en fait pouvoir mettre à disposition des viticulteurs ce qu'on appelle du matériel végétal, donc des plants, qui sont sains vis-à-vis donc des viroses graves pour la vigne. Découvrez comment la science et l'innovation façonnent la viticulture face aux défis de l'agroécologie, du changement climatique et pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. La vigne n'a pas la capacité d'éliminer un virus. C'est-à-dire que quand elle a un virus, elle l'a à vie. Mais on a réussi un peu à contourner ce problème pour obtenir des individus sains à partir de ces individus virusés, mais qui présentaient vraiment un intérêt, c'est l'assainissement. À chaque épisode, nous explorons un thème en lien avec les variétés et les cépages de la vigne, fruit de 60 ans d'expertise de l'IFV. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti, préparez-vous à vendanger et à laisser décanter des litres de connaissances. Pour ce deuxième épisode de Savoir, le podcast Vigne-Vin, nous allons nous intéresser à l'une des missions de l'IFV, la sélection clonale. Et pour tout nous expliquer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Sereno et Guillaume Mathieu. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe Sereno, vous travaillez à l'IFV depuis plus de 20 ans. Vous êtes ingénieur sélection, donc spécialisé sur tout le travail autour de la sélection clonale et variétale. Et vous intervenez aussi régulièrement à l'étranger pour Entav International. Guillaume Mathieu, de votre côté, vous êtes ingénieur PCR phytoplasme et virus. Vous travaillez à l'IFV depuis 2019 sur toutes les questions liées au virus, la détection, l'assainissement, les projets de recherche. Alors pour mieux vous connaître l'un et l'autre, avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une question. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel et pourquoi? Qui veut commencer? Moi, si vous voulez. Donc moi, je choisis plutôt le grenache, parce que pour moi, c'est un cépage, comment dirais-je, emblématique de la région dont je suis originaire, donc qui est du côté de la Provence, du Vaucluse. Et voilà, c'est un cépage que j'aime bien, surtout au niveau dégustation. Très bonne question. Je pense que je partirais sur le Vermentino parce que c'est un cépage que j'apprécie. J'apprécie la fraîcheur des vins que cela produit. Donc ça serait le cépage que je choisirais. Très bien, alors pour commencer ce deuxième épisode, j'aimerais d'abord qu'on reprenne les bases autour de la sélection clonale pour bien savoir de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences entre clone, variété et cépage? Alors oui, donc un cépage en vigne, c'est strictement identique, synonyme à la variété en fait, hein. Et donc le cépage, c'est un terme utilisé uniquement pour l'espèce cultivée, qui est appelée donc en latin vitis vinifera, hein, donc la vigne cultivée que l'on retrouve dans tous les vignobles de France et du monde. Ça, c'est pour la partie cépage. Ensuite, la partie variété, définition de variété, c'est un groupe de plantes qui est caractérisé par un ensemble de gènes ou par des particularités qu'on appelle phénotypiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer ou ce qu'on peut voir. Et donc, concernant la vigne, il existe de très nombreux cépages de par le monde, sans doute quelques milliers, 2 à 3 000 probablement. Et au niveau français, donc, on a à peu près environ 500 cépages ou 500 variétés différentes, donc selon nos collègues experts de l'INRAE. Alors justement, on peut citer quelques cépages connus? Oui, on a des cépages qui sont très connus même. On peut parler du Pinot, du Chardonnay. On a aussi également le Merlot et le Sauvignon et un peu plus pour le sud de la France, le Grenache et la Syrah. D'accord, et pour reprendre nos définitions, est-ce qu'on peut parler rapidement de qu'est-ce que c'est qu'un clone? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Alors, clone, en fait, donc c'est la descendance d'une souche qui a été choisie pour ses caractéristiques, donc à la fois agronomiques, œnologiques et sanitaires. Donc en gros, les clones, ce sont des individus sélectionnés, choisis précisément à l'intérieur de chaque variété. Donc pour donner une idée, au niveau du catalogue français, on a à peu près 400 variétés différentes inscrites au catalogue français, donc disponibles pour les vignerons. Et au niveau clonal, parmi ces 400 variétés, on a 1200 clones qui ont été sélectionnés et agréé pour le catalogue français. Guillaume, pourquoi c'est important de s'intéresser au virus de la vigne? Alors, il faut savoir que la vigne, c'est la plante sur laquelle on a détecté le plus de virus à l'heure actuelle. On est à plus d'une centaine de virus identifiés. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour la filière. D'ailleurs, par rapport à ça, l'IFV et l'INRAE ont décidé de mettre en commun leurs efforts et de monter un laboratoire partenarial associé
Vitivirobium, qui utilise des nouvelles, techniques de séquençage pour, pouvoir, analyser et détecter, un maximum de virus. D'accord, alors écoutez, merci beaucoup pour ces premières définitions qui vont nous permettre de bien avancer pour la suite des questions. Alors, est-ce qu'on peut du coup expliquer qu'est-ce que la sélection clonale et finalement depuis quand on la pratique? Alors cette sélection clonale, c'est une méthode officiellement reconnue par le ministère de l'Agriculture qui permet donc effectivement de caractériser du point de vue agronomique, sanitaire et œnologique donc les souches qu'on a choisies au départ et qui vont ensuite devenir des clones inscrits au catalogue français. Et pour donner une idée, donc c'est un procédé qui a été initié, je dirais, dans les années 60, au moment de la création de ce qui s'appelait à l'époque l'ENTAV, hein, donc qui voulait dire Établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture. Et ce site de l'Entave a été créé au domaine de l'Espiguette, donc qui est situé au Grau-du-Roi dans le Gard. Oui, alors d'ailleurs, si vous souhaitez découvrir le domaine de l'Espiguette et toutes ses activités, ses missions, je vous renvoie à l'épisode 1 de notre podcast Savoir, le podcast Vigne-Vin, qui sera entièrement consacré. Donc, on parle de sélection clonale depuis les années 60, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau, que c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, du coup, j'imagine depuis. Finalement, c'est quoi l'objectif de cette sélection clonale? La sélection clonale, c'est en fait pouvoir mettre à disposition des viticulteurs ce qu'on appelle du matériel végétal, donc des plants qui sont sains vis-à-vis donc des viroses graves pour la vigne. Viroses graves pour la vigne, on entend donc essentiellement cournouée et maladie de l'enroulement. Ça, c'est la partie qu'on va dire sélection sanitaire. Et ensuite, donc, deuxième volet de la sélection clonale dont on va détailler un petit peu juste après, hein, c'est pouvoir fournir donc du matériel également de qualité hein, qui correspond à des objectifs donc de production précis. Donc on a bien des objectifs précis et c'est vraiment dans le but d'améliorer, les plans pour que les viticulteurs puissent travailler de manière plus efficace. Tout à fait, oui. Et alors quels sont les moyens que se donne la France pour, ces sélections clonales? Je crois que vous travaillez avec de très nombreux partenaires. Alors c'est ça, effectivement. Donc l'IFEV travaille avec à peu près 40 partenaires, 39 exactement au niveau français. Hein, c'est ce qu'on appelle des partenaires locaux qui sont réunis au sein d'un réseau appelé CTNSP, Comité technique national de sélection et de participation. Hein, donc ce sont essentiellement des organismes publics, des chambres d'agriculture, des comités interprofessionnels, des syndicats d'appellation, parfois même des associations hein, qui sont implantés localement dans chaque région viticole française. Et donc, on a des collègues qui travaillent au quotidien sur leurs propres cépages, qui connaissent bien les parcelles, qui connaissent bien les caractéristiques de chaque cépage, je dirais, localement, et qui ont une véritable expertise donc, pour pouvoir sélectionner les cépages en question. Ils réalisent également ce qu'on appelle des missions de conservation, et à l'heure actuelle, donc, on a à peu près 189 conservatoires qui sont établis en France. Et 189 conservatoires représentent à peu près 130 cépages conservés au niveau national. Donc, pour bien fixer les choses, qu'est-ce que c'est qu'un conservatoire? Un conservatoire, c'est donc une parcelle pour regrouper le maximum de diversité, ce qu'on appelle intravariétale pour un cépage donné. Donc ça, ce sont vos partenaires plutôt régionaux. On a aussi un conservatoire, je crois, de l'IFV au domaine de l'Espiguette, c'est ça? Alors effectivement, donc directement au domaine de l'Espiguette au Grau-du-Roi, nous avons un conservatoire, mais cette fois pour conserver tout le matériel qui a été sélectionné depuis les années 60. Donc ça représente, comme je disais au départ, à peu près 400 variétés différentes, hein, que ce soit des cépages de cuve, que ce soit des cépages de table également, ce qu'on appelle des hybrides qui sont résistants aux maladies, des porte-greffes, voilà, à peu près 400 variétés donc. Et depuis les années 60, depuis 60 ans maintenant, donc à peu près 1200 clones qui sont conservés directement donc, dans les sables du domaine de l'Espiguette. Et à côté de ça, donc à côté de ce matériel qui est conservé et je dirais diffusé, on a ce qu'on appelle du matériel expérimental. Donc cette fois, ça concerne des variétés qui sont pas encore inscrites au catalogue français, qui le seront peut-être jamais, et également des clones qui sont en attente, je dirais, de sélection. Et donc tout ça, ça fait à peu près 200 variétés supplémentaires et 3000 clones potentiels, hein, ce qui fait donc un réservoir de diversité intravariétale relativement important. Et votre dernier partenaire, c'est l'INRAE, c'est ça également, qui possède une collection ampélographique au domaine de Vassal. C'est ça, donc domaine Vassal qui lui est situé plutôt dans l'Hérault, hein, vers Marseille en plage. Et donc là, la mission, c'est plutôt de conserver la diversité, mais je dirais entre les variétés. Donc il y a beaucoup plus de diversité intervariétale donc, qu'au domaine de l'Espiguette. Il y a à peu près 2700 cépages conservés, ce qui est énorme au niveau mondial. Un peu plus d'un millier d'hybrides interspécifiques et également 400 variétés différentes de porte-greffes. Et à côté de ça,
On a également des vignes qu'on appelle des lambrusques. Ce sont des vignes qui sont non domestiquées, hein, je dirais, qui n'ont pas passé différentes étapes pardon, de sélection. Et en plus, il y a 60 espèces différentes de Vitacées, hein. Donc là, ce sont des espèces de vignes autres que Vitis vinifera et qui poussent naturellement, hein, je dirais, donc sur tous les continents qu'on peut imaginer, hein, que ce soit continent américain, asiatique et même africain. Très bien, bah écoutez, avant de continuer de poursuivre cette découverte de la sélection clonale, je vous propose une petite pause avec un quiz préparé par nos soins autour de la vigne et du vin. Vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer. Alors, première question, messieurs, quelle variété dispose du plus grand nombre de clones agréés? Est-ce que c'est le pinot noir? Est-ce que c'est le chardonnay ou le grenache? Alors, il s'agit du pinot, en fait, hein, parce qu'on suppose que le pinot est une variété très très ancienne et qui a eu le temps d'évoluer en fait au cours des différents âges et de multiplication, et du fait qu'il y a eu le temps d'évoluer et d'avoir des mutations qui s'accumulent, tout ça a permis la création d'une diversité intravariétale très importante, et du coup donc l'homme a fini par exploiter au fur et à mesure, et donc on a maintenant environ une cinquantaine de clones agréés pour ce cépage-là. Alors, j'allais vous demander le chiffre précis. Est-ce que Ah, vous l'avez? je l'ai plus en tête, je suis désolé. Ah, alors, je le dis pour tout le monde, c'est 47. Ah, 47, ouais, je disais une cinquantaine. Ok. Vous n'étiez pas très loin. Alors, la question 2. En quoi la collection internationale de l'INRAE est essentielle? Elle est essentielle car c'est la plus riche du monde, elle est la mieux caractérisée, elle est d'une importance capitale d'un point de vue ressources génétiques pour garder le patrimoine, conduire des recherches et chercher des caractères d'adaptation au changement climatique. Les 3 réponses, je dirais. Bravo, les 3 réponses. Vous validez également, Christophe? Tout à fait, c'est tout ça à la fois. Donc, un réservoir très très important pour nous, hein, lorsqu'on veut effectivement sélectionner, par exemple, de nouvelles variétés résistantes ou tolérantes, on va dire plutôt, au changement climatique. Eh bien, on va chercher donc des variétés étrangères essentiellement, issues du bassin méditerranéen, par exemple, au domaine de Vassal, hein, puisque le domaine de Vassal, comme je disais, conserve énormément de variétés étrangères que nous n'avons pas forcément ici au domaine de l'Espiguette. Et la dernière question, de quelles variétés sont les clones qui ont le plus voyagé et que l'on retrouve dans quasiment tous les pays du monde? Les clones de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Gamay, de Grenache ou de Chardonnay? C'est le pinot, hein, pardon, c'est le merlot, excusez-moi. C'est le merlot, hein, qui effectivement le cépage le plus diffusé au monde, donc à la fois en France à l'heure actuelle, mais également dans à peu près tous les pays viticoles que l'on connaît, on peut retrouver ce cépage-là. Très bien, bah écoutez, bravo à vous. Merci d'avoir joué le jeu de ce quiz et je vous propose du coup de revenir à notre sujet du jour, donc la sélection clonale. Cette fois, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment se déroule le processus et quelles sont les différentes étapes. Du coup, pour le processus de la sélection clonale, cela se passe en 2 étapes. D'abord, la partie sanitaire et après la partie agronomique et œnologie. Pour revenir sur la partie sanitaire, il faut savoir que la réglementation européenne demande que le matériel végétal soit exempt des viroses principales. Donc, comme l'a évoqué Christophe plus tôt, on parle essentiellement du cournoyer et de l'enroulement. Il faut aussi rajouter la marbrure pour les porte-greffes. On commence le dépistage des viroses quand on va sélectionner les vignes au sein de la parcelle. Donc, c'est-à-dire que quand on voit des plants qui présentent des symptômes visuels évidents, bien sûr, on les élimine. Une fois qu'on a fait cette sélection visuelle, on va compléter cela avec plusieurs méthodes de détection. Donc, la première, c'est les tests biologiques ou indexage. Là, l'idée, c'est de venir greffer la plante que l'on veut tester sur une variété dite indicatrice. C'est-à-dire qu'elle est capable d'extérioriser les symptômes typiques de la maladie que l'on recherche. Cet indexage, il peut se faire soit de manière ligneuse, soit, donc cela prend environ 3 ans, soit de manière herbacée. Donc là, on est sur des durées un peu plus courtes, 6 à 12 mois. L'indexage est la méthode de référence pour l'agrément des clones en France. Et ensuite, il y a 2 autres méthodes pour détecter les virus. Donc nous avons la méthode antigénique. La deuxième méthode, ce sont les tests ELISA. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser la réaction anticorps, antigène
Donc l'anticorps, ça va être notre sérum qui va détecter le virus. La troisième méthode, c'est celle des tests PCR. Alors, quand on en a parlé en préparant l'émission, je voulais vous demander si on parlait des mêmes tests PCR que ceux qu'on a pu utiliser pendant des mois au moment du Covid. Effectivement, ce sont tous des virus, donc ce sont les mêmes, façons de détecter les virus. Donc le fameux test antigénique à la pharmacie, donc ça c'était le test ELISA et le test PCR. Donc on fait la même chose au sein du laboratoire où on va chercher l'ARN du virus, on va essayer de le chercher, vraiment de façon, sensible. Alors c'est une méthode aussi fiable que l'ELISA, voire peut-être plus sensible, mais elle est délicate et coûteuse à mettre en place et elle n'est pas encore utilisée en routine en France pour les virus de la vie. Et donc ces trois types d'analyses-là, nous les réalisons au domaine de l'Espiguette. Et pour avoir un statut complet, il faut au minimum 2 à 3 ans pour avoir ce bilan complet. D'accord, donc là, on a vraiment parlé en détail de la partie sanitaire. Il y a une deuxième partie qui est complémentaire, mais un peu plus distincte, c'est celle de l'assainissement. Vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr, donc la vigne n'a pas la capacité d'éliminer un virus. C'est-à-dire que quand elle a un virus, elle l'a à vie. Mais on a réussi un peu à contourner ce problème pour obtenir des individus sains à partir de ces individus virosés, mais qui présentaient vraiment un intérêt, c'est l'assainissement. Donc le processus d'assainissement qu'on a développé et qu'on utilise à l'IFV est basé sur le micro-greffage de méristèmes. Donc on le réalise aussi au laboratoire du Gros-du-Roi. Et le principe, c'est qu'on prélève ces méristèmes des bourgeons végétatifs du plant malade et qu'on vient de les greffer sur un hypocotyle de plant sain. Et tout ça va être placé en culture in vitro. Alors, pourquoi les méristèmes? Parce que ces organes de la plante, en fait, ils présentent la spécificité d'être indemnes de virus, même chez les plantes contaminées. Et en plus, ils vont nous permettre de régénérer une plantule entière qui va être génétiquement identique à la plante mère. De l'autre côté, l'hypocotyle, qui nous sert de porte-greffe, lui, va nous servir à générer un système racinaire. Et cela va aussi nous éviter d'utiliser des hormones qui pourraient induire des mutations. Donc c'est un processus qui est du coup, très technique, une méthode très particulière. Je crois que vous êtes les seuls en fait à la réaliser. Alors en France, oui, nous sommes les seuls à la réaliser et c'est vraiment un processus qu'on a développé à l'IFV. C'est utilisé depuis même des dizaines d'années, ça a été mis en place dans les années 90, voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel maintenant on a Du recul? voilà, du recul exactement. Et combien de temps ça prend à peu près, tout ce processus d'assainissement? Donc en fait, le processus global d'assainir un individu prend environ 3 ans. Mais au final, on génère une plante qui est vraiment génétiquement identique à la plante de base, mais qui est exempte de virus. Il y a 2 autres parties également sur, toutes ces étapes, c'est la partie agronomique et œnologique. Je vous laisse, nous en dire plus? En parallèle de la sélection sanitaire qui se fait donc au domaine de l'Espiguette, au pôle matériel végétal, il y a donc la partie qu'on appelle agronomique, œnologique, qui se fait donc dans les différentes régions viticoles et toujours donc en partenariat avec nos partenaires de la sélection française. Donc il y a plusieurs étapes distinctes. D'abord, lorsqu'on veut sélectionner un nouveau clone pour une variété donnée, on va soit aller chercher de la diversité intravariétale dans les vieilles parcelles, c'est-à-dire les parcelles qui ont été plantées avant les années 60, avant que le procédé de sélection existe. Et on considère que dans ces vieilles parcelles, chaque souche est potentiellement différente d'une autre, donc potentiellement intéressante pour les futures sélections. Mais vu que ces vieilles parcelles disparaissent de plus en plus, qu'elles sont arrachées par rapport à l'âge, par rapport aux différentes constructions humaines qui pourraient y avoir au-dessus et à côté, donc ont été mis en place progressivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc des parcelles dites conservatoires. Dans ces parcelles dites conservatoires, là aussi, on considère que la diversité intravariétale est diversifiée au maximum et que justement, donc, ces parcelles puissent nous servir donc, de réservoir génétique pour nos sélections futures. Donc, ce sont des souches que l'on va marquer en cours de saison végétative, donc généralement au cours de l'été, hein, pour pouvoir bien observer donc ce qu'on appelle par exemple le port de la végétation, pouvoir observer les différentes caractéristiques agronomiques comme la fertilité, la taille des baies, la taille des grappes, etc. Hein, tout dépend en fait des objectifs de sélection que l'on se fixe au départ. Une fois donc qu'on a marqué ces souches en cours de saison, au cours de l'hiver suivant, donc on va les tailler, ramener donc les sarments, les bois au domaine de l'Espiguette et commencer à faire quelques tests
sanitaire pour être sûr de ne pas ramener justement au domaine de l'espiguette des maladies, donc des virus, hein. Donc on fait les tests ELISA et PCR. Une fois que cela est fait, donc on bouture ces bois, ce matériel végétal, on le met en pot, et à partir de ce pot, donc ce qu'on appelle une tête de clone, on va pouvoir faire d'un côté la sélection sanitaire au domaine des spiguettes, et de l'autre côté la sélection agronomique, donc qui se fait en région, je le répète. Donc dans ces régions, en fait, on va repartir de la tête de clone, on va greffer de nouveaux plants, et on va installer ce qu'on appelle officiellement des collections d'études. Donc en gros, une collection d'études, c'est une parcelle expérimentale qui est, je dirais, définie selon un protocole très précis, hein, et qui nous permet donc d'évaluer toutes les caractéristiques, pardon, à la fois agronomiques et œnologiques, donc des clones qui sont en cours de sélection. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette sélection donc agronomique dure un temps assez long, je dirais, hein, puisqu'il faut que le protocole exige qu'il faut au minimum 5 ans de suivi viticole et 3 ans de dégustation, de vinification pardon, et de dégustation pour pouvoir présenter les résultats. D'accord. Donc c'est un procédé qui dure relativement longtemps. Et une fois qu'on a les résultats à la fois de la sélection sanitaire et à la fois de la sélection agronomique, on présente, donc l'IFV, en tant qu'établissement de sélection, présente un dossier officiel à un comité, hein, qui s'appelle le comité technique et permanent pour la sélection, comité d'experts en gros, hein, et qui valide le fait que les clones puissent être inscrits au catalogue ou pas selon les résultats que l'on présente. Si on veut résumer, combien de temps prend au total tout ce processus de sélection? Alors c'est un processus qui est relativement long, hein, en fait, dans le temps, effectivement. Donc on estime entre 8 et 10 ans la durée de tout ce process, entre le moment où on marque les souches qui nous semblent intéressantes, soit dans les vieilles parcelles, soit dans les conservatoires, jusqu'au moment où on produit les résultats à la commission donc CTPS. Voilà, il se passe à peu près une dizaine d'années. Et à ça, donc, il faut rajouter à peu près 3 ou 4 ans de multiplication. À partir du moment où on obtient le clone agréé au catalogue, on va planter ce qu'on appelle le matériel initial au domaine de l'espiguette. Et ensuite, ce matériel initial sera multiplié sous forme de plants, vendu à ce qu'on appelle des prémultiplicateurs. Ces prémultiplicateurs vont eux-mêmes euh, planter des vignes mères, produire du matériel pour les pépiniéristes, et les pépiniéristes vont vendre tout cela donc aux viticulteurs. Donc le procédé total sélection et certification, ça dure, on va dire, entre 12 et 15 ans. Et quels sont les critères pour sélectionner les clones les plus, on va dire, prometteurs? Alors, effectivement, là, tout dépend, je dirais, un peu des objectifs que l'on se fixe au départ, hein. Donc, depuis plusieurs années maintenant, ce que souhaitent les viticulteurs, parce que ce sont bien eux, donc les utilisateurs finaux, hein, de toutes les sélections que l'on fait, hein, c'est d'avoir donc un niveau de production, je dirais, quantitatif intéressant, tout en gardant un bon niveau de qualité. Donc, on va en priorité, je dirais, s'intéresser aux souches qui, au départ, produisent le plus, hein, avec la plus grosse fertilité, les plus grosses grappes, les plus grosses baies, hein. Donc, on va faire des mesures là-dessus, donc tout ce qui est niveau de production, comme je disais. Et ensuite, donc, c'est les critères vraiment œnologiques, de vinification et également de dégustation qui vous pourront permettre de faire le choix final. Alors maintenant, une autre question, on parle de sélection clonale et de sélection massale. Quelle est la différence entre les deux? Alors en fait, la sélection massale, c'est souvent fait à titre, je dirais, personnel, individuel, par des viticulteurs, souvent des grands châteaux, qui souhaitent en fait, je dirais reproduire chez eux les souches qui leur paraissent le plus intéressantes. Donc on va dire le principe de base est le même. Ils vont dans leur vieille parcelle à eux, repérer des souches qui leur semblent intéressantes, les faire multiplier et puis planter donc de nouveaux plants à partir de ces souches-là sur d'autres parcelles, sur de nouvelles parcelles. La sélection massale n'est pas obligée de passer par tout le procédé de sélection sanitaire et de sélection agronomique. Donc effectivement, il y a moins de garanties, je dirais, de succès au final, mais c'est un procédé qui est tout à fait légal et tout à fait utilisé par certains producteurs. On entend parfois dire que la sélection clonale réduit la diversité génétique. Est-ce que c'est le cas? Mais en fait, comme j'ai expliqué précédemment, la sélection clonale, c'est essayer d'exploiter au maximum la diversité intravariétale. D'accord? Donc effectivement, c'est un procédé qui dure depuis les années 60, qui perdure toujours à l'heure actuelle. Et l'intérêt, justement, c'est d'avoir un maximum de diversité que la nature peut nous proposer, hein, parce qu'il n'y a pas d'intervention de l'homme à ce niveau-là, pour essayer justement d'avoir un maximum
je dirais, de possibilités à fournir aux viticulteurs. Donc finalement, on ne perd pas en diversité avec cette méthode. Alors petit à petit, effectivement, pour certains cépages, on peut avoir une offre relativement restreinte au départ, mais plus les travaux de sélection clonale avancent et plus on essaie, je dirais, de combler un peu ce manque, si on peut dire. Et au final, donc, on souhaite que le catalogue français puisse proposer un maximum de diversité, quel que soit le cépage considéré. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que sur ce point précis de la diversité, nous aurons un épisode du podcast Savoir Vigne Vin entièrement consacré à ce sujet de la diversité. Sur les autres reproches, entre guillemets, qu'on entend parfois sur cette méthode de la sélection clonale, on dit que ça accentue parfois le risque de dépérissement du vignoble. Alors ça, effectivement, c'est une sorte de, comment dirais-je, de bruit de fond hein, qu'on entend un peu de temps en temps. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que le recul que l'on a, c'est par rapport à ces fameuses parcelles conservatoires, où on peut considérer que effectivement, ça revient à dire qu'on a une énorme diversité, et c'est comme si on avait une sélection massale, je dirais, au sein d'une même parcelle. Et ce que l'on a constaté euh, à ce jour, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence significative d'un point de vue scientifique, je dirais, pour dire effectivement que la sélection clonale accentue ou pas les dépérissements. Hein, donc j'entends par le fait que, par exemple, sur les maladies du bois, eh ben, les parcelles conservatoires qui contiennent énormément de diversité, elles sont aussi sensibles aux maladies du bois qu'une parcelle clonale qui pourrait être tout à fait plantée à côté. Voilà, donc on n'a pas d'argument, je dirais, scientifique qui permet de dire que la sélection clonale accentue donc ces fameux dépérissements. Et est-ce que la sélection clonale s'intéresse aux cépages autochtones, c'est-à-dire aux cépages locaux anciens? Bien entendu, donc au même titre que les grands cépages qu'a cité Guillaume au départ, effectivement, donc la sélection clonale intervient également pour des cépages tout à fait autochtones, parfois quasiment disparus. Et si certains partenaires de la sélection ne s'étaient pas intéressés localement à certains de leurs cépages autochtones et donc quasiment disparus, ben, à l'heure actuelle, ils ne seraient plus du tout inscrits au catalogue puisque plus du tout disponibles. Vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, alors après, tout dépend des régions, hein. On peut citer par exemple le cépage romorantin que l'on trouve en Val-de-Loire, le cépage buisselé qu'on trouve plutôt du côté du sud-ouest, le corbeau, la mècle qui est plutôt du côté des vignobles alpins. Voilà, comme ça, on a toute une série de cépages qui sont remis, je dirais, un petit peu au goût du jour et qui, je le répète, donc sont sauvegardés grâce au procédé de sélection clonale. Alors nous arrivons quasiment à la fin de ce podcast. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler les avantages de la sélection clonale pour les viticulteurs et peut-être aussi quel est son avenir? Les avantages, c'est donc sont les mêmes que je dirais depuis le départ, hein, c'est-à-dire donc fournir aux viticulteurs un maximum de garanties, à la fois au niveau sanitaire, hein, au point de vue de virus, comme l'expliquait Guillaume, et également au point de vue performance agronomique et traçabilité. Voilà, on a tout un système effectivement qui est relativement long, comme on le disait, mais qui permet de garantir un maximum, je dirais, de performance auprès des viticulteurs. Et donc c'est un procédé qui existe depuis les années 60 et qui continuera tant qu'on aura des vieilles parcelles, tant qu'on aura des conservatoires au sein desquels donc on peut exploiter la diversité. Et donc cette diversité sert, je le répète, donc pour les sélections à la fois au présent et à l'avenir. Guillaume Mathieu, pour vous, quels sont les enjeux à venir autour de la sélection clonale? Alors, avec le développement du commerce mondial, nous avons un devoir de surveillance par rapport aux maladies émergentes. Donc tout ce qui va être nouveau virus en particulier, ou virus qui viennent d'autres pays et auxquels la vie n'est pas habituée chez nous. Donc nous avons des projets de recherche pour surveiller et pour comprendre ces maladies qui peuvent être à nos portes d'ici peu. Donc l'idée, c'est vraiment d'être prêt et de pouvoir répondre, si besoin, à ces nouveaux défis. Effectivement, oui, la sélection aussi anticipe ces problématiques-là. Merci messieurs pour toutes ces explications. Voilà, c'est la fin de notre deuxième épisode de Savoir le podcast Vigne Vin.
Donc merci à nos deux invités Christophe Sereno et Guillaume Mathieu d'avoir partagé leurs connaissances avec nous autour de la sélection clonale. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets abordés dans cet épisode, n'hésitez pas à suivre l'IFV sur les réseaux sociaux ou à consulter ses documents et sa chaîne YouTube. Tous les autres épisodes de Savoir le podcast Vigne 20 sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.